Nous retrouvons nos experts pour la suite de l'émission Regard Croisé. Germain Poli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Miss Mary Saka, journaliste, analyste politique. Et Gabin Adjao, il est juriste et analyste politique. Avant de parler de l'abord du journaliste camerounais Martinez Zogo, on va peut-être écouter la solution de Germain Poli pour la lutte contre le terrorisme, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Mali et dans toute la sous-région ouest africaine. On vous retrouve, Germain Poli. Oui, bon, la solution, c'est trop dire, hein. Je crois qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il y a des cabinets qui travaillent cela. Mais je disais que la solution militaire va être très coûteuse pour l'Afrique, ou les pays concernés, coûteuse déjà en termes de pertes en vies humaines, parce que de plus en plus les terroristes s'attaquent aux populations. Des pertes aussi dans les rangs des forces armées, et des pertes financières, parce qu'au-delà de l'impact économique, aujourd'hui, toutes nos armées courent vers le renforcement de l'armement, parce que toutes les armées, le budget, la loi sur la programmation militaire est votée dans plusieurs pays, il y a une augmentation des budgets. Au même moment, on dit que certaines puissances arment les terroristes, et ce sont ces mêmes puissances-là qui nous vendent des armes réputées aussi puissantes ou plus puissantes pour combattre, et donc nous courons vers ces dépenses-là, et quand on achète des armes, il faut combattre, et donc la guerre, ça prend du temps, et du coup, ces militaires qui sont là ont envie d'avoir plus de temps aussi, donc d'avoir une certaine légitimité pour pouvoir continuer leur mandat, donc à la tête de nos pays. Et je pense qu'il faut peut-être revoir les choses autrement. L'idée, c'est que tous les pays concernés se concertent et trouvent une solution à l'africaine. C'est vrai, la solution militaire est là. On renforce les capacités de nos forces de sécurité, on les arme, on les envoie au front, mais ce n'est pas une guerre classique où l'ennemi est identifié et où on peut aller le cueillir. Et c'est assez compliqué, je pense. Ce n'est pas de solution, mais je crois que nos dirigeants et les techniciens avec qui ils travaillent devraient penser à une autre forme de solution. Aujourd'hui, on veut régler les problèmes de pauvreté dans les zones. C'est vrai, c'est un peu efficace. On veut sécuriser, combattre, c'est vrai, mais vous verrez que peut-être ces combats-là vont durer un jour. Vous allez voir des fronts de discussion s'ouvrir pour dire il faut dialoguer. Il faut essayer d'arrêter tout cela. Moi, je pense qu'on peut faire économie de toutes ces guerres-là et chercher à dialoguer, parce que ces djihadistes-là sont aussi des nationaux, sont des citoyens de ces pays qui ont pris des armes contre leur propre peuple. Et s'il y a une forme de dialogue qui est possible, peut-être, j'en sais rien, les spécialistes nous diront, mais il y a toujours des personnalités. Quand on a vu, on parlait du Mali la dernière fois, de Imam Dicko, par exemple, c'est quelqu'un qui a la capacité de rencontrer certains chefs djihadistes et terroristes, par exemple. Ça, c'est avéré. Dans d'autres pays aussi, je pense qu'il y a des points comme ça. Et on a vu au Sénégal avec les rebelles de Casamance, à l'époque, Ouad avait quand même des moyens d'entrer en contact donc, avec ces rebelles-là. Donc, je crois que l'Afrique aussi devrait, en tout cas nos présidents devraient, parce que quand on prend que la solution militaire ou la solution que l'Occident nous propose, c'est une solution qui nous pousse à acheter des armes chez eux d'abord. C'est comme ce qui se fait au Mali, au Burkina, peut-être on ne le souhaite pas. Et c'est ce qui se fait en Ukraine. Vous voyez les Occidentaux qui vendent ou donnent des armes aux Ukrainiens, leur faisant croire qu'ils peuvent gagner cette guerre-là, ce qui n'est pas sûr. Et nous, ici, on va vendre les armes à nos armées. Nous faisons croire qu'on peut gagner cette guerre-là. Peut-être on va la gagner, mais ça peut prendre du temps. Et donc, je crois que dans tous les cas, c'est ceux qui vendent des armes qui gagnent. Ils en vendent peut-être à crédit ou font cadeau aux djihadistes, on n'en sait rien, mais ils en vendent dans nos pays à crédit ou cash. Et eux, leurs industries tournent aujourd'hui parce qu'il y a des guerres qui sont bien alimentées chez nous. Et nous, on se détourne du développement parce que ça arrive au moment où nos pays se tournaient vers l'industrialisation, vers la transformation, vers le développement. Et on va prendre ces budgets-là maintenant pour notre sécurité. Et
pour livrer des guerres qui ne sont pas classiques, qui sont plus complexes, qui sont plus coûteuses en termes de vie humaine et en termes de coûts financiers. Allez, on va prendre la direction de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, bref, parler du Cameroun avec cette triste nouvelle qui hérite tout le continent, le corps sans vie du directeur de la radio Amplitude FM à Yaoundé, kidnappé, on se souvient, le 17 janvier 2023, a été retrouvé dans la périphérique de la capitale Yaoundé. C'est la célèbre écrivaine franco-camerounaise Caliste Beyala qui, la première, donne un coup de pied à la fourmilière. Le pire est arrivé à notre frère et ami Martinez Zogo, que les dirigeants prennent leurs responsabilités et annoncent aux Camerounais la vérité. Gabin Adjao, avant de vous retrouver, on va écouter les confrères Prosper Zombo et François Mboké qui affichent leur indignation. Tes collègues te pleurent, ta famille tout entière te pleure. Maestro, regarde dans quelle tristesse tu nous laisses. Est-ce que cette façon dont tu pars nous saura encore encourager de continuer cette profession digne? Je ne pense pas. Parce qu'il est inadmissible qu'on enlève quelqu'un devant une gendarmerie et qu'on fasse 5 jours sans le retrouver et qu'on le retrouve mort 5 jours après. Ça veut dire que, connaissant la vivacité de nos forces de l'ordre et de sécurité. Alors, Gabin Adjao, comme François Mboké l'a dit tout à l'heure, notre confrère a été enlevé devant un commissariat à Yaoundé, la capitale. Oui, c'est ce qui est ahurissant. Il a été enlevé, pas que devant le commissariat, mais aussi les gendarmes qui sont dans le commissariat ont vu s'éloigner le véhicule. Et même ils ont dit que c'était un véhicule noir. Et moi, je suis un peu choqué que des gendarmes, ceux-là qui sont chargés de défendre la population, ils ont vu le véhicule de Zogo et ils ont compris que bon, le monsieur a été enlevé. Ils ont vu le véhicule qui a servi à son enlèvement. Qui est en train d'avancer. Comme ça, et ben, sans rien dire, sans rien faire. Et 5 jours après, on dit que le monsieur est décédé. C'est atypique au Cameroun parce que quand on se souvient très bien, c'était dans les mêmes conditions qu'avait été assassiné, j'utilise bien mes mots, qu'avait été assassiné Charles Ateba. C'était dans les mêmes circonstances que ce monsieur-là avait été assassiné. Je parle avec assez d'émotion parce que j'ai eu à voir les images. C'est assez insoutenable. C'est insoutenable. Et ça arrive après que le monsieur ait fait certaines révélations de détournement de deniers publics par rapport à la gestion de l'État camerounais par certaines autorités. Et il a eu à donner des noms dans son émission Embouteillage sur Amplitude FM. Donc aujourd'hui, il se pose un véritable problème savoir sur le métier du journalisme dans ce pays, le Cameroun, et surtout sur le métier du journalisme d'investigation, parce que eux, ils sont à chaque moment en quête des informations les plus croustillantes et des informations qui peuvent aider à voir clair dans la gestion du pays. Et aujourd'hui, il est décédé comme ça. C'est vrai qu'il faisait partie un peu du système. Après, il a retourné sa veste et il est devenu un chroniqueur assez véhément. Et ça, c'est difficile vis-à-vis du pouvoir. Mais on ne peut pas tuer un homme à cause de ses opinions. Ouais. On ne peut pas le tuer à cause de ses opinions. À un certain moment, tu peux marcher avec quelqu'un, mais quand tu trouves que bon, ce qu'il est en train de faire, ça ne répond pas à tes convictions, bon, tu peux changer. Maintenant, quand la personne sort des enquêtes, il avait déjà sorti une enquête, il avait été menacé, selon les dires de sa famille. Et après, ce qu'il a dit la fois dernière sur Amplitude FM par rapport au détournement des deniers publics, il y a eu certains membres de sa famille, après son enlèvement, qui sont venus à son domicile chercher quelques documents. C'est ce que beaucoup de personnes ont caché, ils ne veulent pas le dire, mais les membres de sa famille sont venus dans son domicile chercher certains documents, on ne sait pas de quels documents il s'agit, et je pense que le rapprochement peut être vite fait. On peut Vous pensez à quoi?
à ceux-là qu'il a nommés dans son enquête, que ce sont eux qui ont détourné les fonds publics, qui ont fait assez de corruption, et surtout à la prévision de certains marchés aussi. Donc il a dit énormément de choses. Moi, je suis sous le choc, parce que j'ai des amis aussi qui travaillent dans le journalisme au Cameroun. Et aujourd'hui, je pense que le Cameroun n'a plus de gouvernail. Paul Biya, il est assez vieux. Il n'habite même pas dans le pays. Il est tout le temps en Suisse et tout. Il ne sait pas ce qui se passe dans son pays. Et le Cameroun est devenu comme un bateau sans capitaine. Chacun fait ce qu'il veut, parce que le président ne connaît même pas parfois le nom de ses ministres. Il ne sait pas si tel ministre est décédé ou pas. C'est quand il va nommer le gouvernement qu'on va lui dire que non, lui là, il ne vit plus. Hein? Un pays dans lequel il y a des autorités qui mettent les noms des décès, hein? Des personnes qui sont déjà décédées sur des listes. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas la gouvernance du pays. La gouvernance, c'est à volo. Et un pays comme ça, c'est un danger pour la population. C'est un danger. Miss Mary Saka, on en parlait en off, même si ce n'est pas un sujet sur lequel on peut rire. Il manque haine pour qu'on se souvienne de Songo. Lui, c'est un Burkinabé qui a été aussi froidement tué dans son pays, dénonçant les travers de la gouvernance sous l'ancien président Blaise Compaoré. En tout cas, Martinez Zogo, lui, le dénonçait, comme Gabin l'a dit tout à l'heure, les injustices. Il dénonce la gabégie, la corruption dans tous les secteurs au Cameroun. On connaît ce pays. Mais Gabin a souligné une chose, aller chercher quelqu'un, le tuer pour son opinion, c'est un peu plus grave. Effectivement, aujourd'hui, à cause de cet acte, la question se pose, est-ce qu'on peut facilement mener à bien le métier de journalisme? C'est la première question qui nous vient à l'esprit en tant que journaliste. C'est un peu plus compliqué, ça nous emmène à réfléchir. Et Gabin a aussi dit quelque chose tout à l'heure, c'est que sa famille est allée chez lui pour prendre des documents. Il n'y a pas eu que les documents selon certaines informations. Et sa famille a vidé la maison. Et son épouse qui se posait la question de savoir, mais où est mon homme? Est-ce qu'il ne va plus revenir? Mais pourquoi vous prenez tout? Parce qu'on sait qu'en Afrique, en fait, il y a encore certaines coutumes. Dans certaines coutumes, quand on perd quelqu'un, parfois la famille vient pour prendre tout ce qui est... Et la femme est délaissée. Voilà, et la femme est délaissée. Donc c'est ce qui s'est produit. Vous pensez que la famille a déjà des informations? Bon, c'est la question qu'on s'est posée aussi au sorti de cela, parce qu'on n'avait pas encore des nouvelles de Zogo, que la famille avait déjà débarqué chez lui pour tout prendre. Donc du coup, ça reste... qu'on va dire des interrogations dans la tête, à savoir mais qu'est-ce qui s'est réellement, parce que si la famille était informée, est-ce que c'est en complicité avec la famille? Ce sont des questions qui restent posées. Et effectivement, Zogo a dénoncé beaucoup de choses qui concernaient la corruption au niveau de son pays. Aujourd'hui, voilà, nous l'avons perdu. Quand on donne son opinion, c'est une opinion en fait. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on partage avec tout le monde. Pas pour révolter, pas pour rebeller en tout cas en tant que journaliste, mais juste partager les informations que nous avons eues. Donc c'est vraiment pas intéressant de porter atteinte à la vie de quelqu'un. C'est choquant, c'est vraiment très choquant, c'est très touchant. Voilà. Il est devenu, une menace pour des personnalités là-bas au Cameroun. On connaît bien le pays, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un pays pourri de corruption. Alors, Germain Pouli, doyen, en tant que journaliste, ça doit sans doute vous dire quelque chose. Oui, ça nous ramène un peu au risque de ce métier-là, et surtout au risque du journalisme d'investigation tel que pratiqué par notre confrère camerounais Martinez Zogopé à son âme. Et vous avez parlé de Norbert Zongo, ça c'est au Burkina, juste à côté de chez nous aussi. Il y a eu aussi un journaliste ghanéen qui a été assassiné comme ça, qui était sur des faits de corruption. Et on voit un peu... Il y a eu au Rwanda également. Comment c'est cette semaine même, il y a un journaliste qui est tué. Voilà, le monde politique, le monde économique est impitoyable. Face à la presse, devant certaines situations, les gens veulent faire taire la presse et veulent décourager toute forme de dénonciation, parce que ce qui se fait, c'est vrai que Zogo est assassiné,
Mais en même temps, ceux qui sont derrière ce crime crapuleux-là voudraient que ça serve d'exemple à tous les autres journalistes qui seraient tentés donc, de mettre sur la place publique ce genre d'informations. Et on ne peut pas combattre la corruption sans la presse. À partir du moment où la justice ne fait pas son travail, le dernier rempart, c'est un peu la presse qui peut pousser la justice à faire le travail. Et généralement, c'est quand la presse dénonce que dans certains pays, les lignes bougent un peu. Parfois, elle dénonce, ça ne bouge pas du tout, mais quelquefois, ça pousse quand même les juges et les autres autorités à bouger. Et là, quand la presse est muselée, c'est que on ne peut plus combattre la corruption. Et quand on connaît l'ampleur de la corruption dans nos pays, le manque à gagner que ça représente pour nos budgets, qui est évalué à plus de 30%, parfois 40% du budget. Donc on comprend que c'est la pauvreté qui est entretenue avec ce genre d'actes crapuleux, parce que ceux-là qui font main basse sur les réserves, sur la richesse du pays, on ne peut plus les inquiéter. On ne peut même pas les dénoncer dans la presse. Et donc quand ça se passe comme ça, on ferme une fois, on ferme un journal, mais en même temps, on dissuade tous les autres journalistes pour un bon moment, pour leur dire, mais voilà ce qui vous arrivera si vous continuez à fouiller dans ces affaires-là. Il faut que les autorités camerounaises, qui sont souvent épinglées par des ONG comme Transparency International et avec tous les scandales depuis quelques semaines, beaucoup d'argent qu'on découvre partout, il faut quand même, on sait qu'il y a un président vieillissant qui ne maîtrise plus le pays, comme l'a dit Gabin, mais en même temps, on ne peut pas laisser cet acte-là impuni. Il faut que la justice fasse son travail, il faut que la gendarmerie, la police aillent au fond des investigations, parce que ceux qui l'ont fait taire, probablement qui se reprochent beaucoup de choses dans ces dénonciations des actes de corruption. Non seulement ils ont pillé le pays, mais ils ont quand même supprimé une vie. Au-delà de la vie d'un journaliste, c'est quand même la vie, on parlait de son épouse tout à l'heure, c'est un père de famille, grâce à qui plusieurs autres Camerounais arrivaient à vivre. Je ne parle même pas de son personnel, parce que aujourd'hui qui n'est pas là, je ne sais pas dans quelle situation va se retrouver le média. Ça va être très difficile, et donc il faut que l'État camerounais fasse un effort, ne serait-ce que sur cet acte-là, rendre justice. Justice à la presse, justice à sa famille, et même si le combat contre la corruption est difficile pour ce pays, il faut quand même que justice soit rendue à ce journaliste-là. Michel, excuse-moi. Oui, on permet cela, mais bien avant, on va marquer juste la dernière pause. Juste un petit point. On marque